Parfait. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis ravi d'être là et de pouvoir partager cet exercice avec Christophe Voisin et Simon Cavagnon. Aujourd'hui, on va vous parler de la collecte des PLV en box de stockage. Mais avant cela, je voulais revenir sur quelques chiffres importants. 200 millions. 200 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque année dans l'océan, dans le monde. C'est un chiffre colossal qui fait presque peur. Si on fait un focus un peu plus PLV, la PLV en France, c'est 100 000 tonnes de déchets générés chaque année. 80% des PLV multimatériaux sont soit incinérés, soit enfouis. Et 30% des PLV sont produits en surplus. Ça m'amène à une dernière slide, avant de passer la parole, qui est cette fameuse légende du colibri que certains connaissent. Cette légende du colibri, c'est une légende amérindienne qui consiste à raconter l'histoire d'un petit colibri qui, un jour, dans un feu de forêt, fait route vers le feu avec dans son bec une petite goutte d'eau. Il croise alors des animaux apeurés qui fuient le feu, et notamment un tatou qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, petit colibri, avec ta goutte d'eau dans ton bec? Tu ne vas pas réussir à toi tout seul à éteindre le feu. » Ce à quoi il répond « Peut-être, mais au moins j'aurais fait ma part. » Et cette notion de faire sa part est hyper importante pour nous. C'est ainsi que Florian Delpierre a créé Iconogreen en 2019. Il voulait faire sa part. Et à l'image de ce petit colibri, j'ai le plaisir de donner la parole à Christophe Voisin, qui, à son échelle, fait sa part au quotidien. Et donc, Christophe, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui et je te laisse la parole pour te présenter JDE et vos actions. Bonjour à tous. Effectivement, on essaye de faire notre part. Et c'est d'ailleurs une anecdote, la fameuse légende amérindienne que j'avais utilisée sur un autre sujet, pour ceux qui ont un peu de mémoire, en convention à Avignon il y a quelques années. JDE, peut-être en deux mots déjà, dire ce qu'on fait. On fait un truc qui est à la fois très simple et très sympa. On achète du café vert, essentiellement en provenance de la zone tropicale, et essentiellement même en provenance de deux pays qui sont Vietnam et Brésil. On le torréfie. Alors le torréfier, ça veut dire qu'on le grille et on le conditionne. Et vous retrouvez ça dans les rayons, sous les marques L'Or, Senseo, Tassimo, Grand-Mère, Jacques Vabre. Voilà. Et pourquoi ce sujet nous préoccupe depuis quelques années? C'est que quand je vous ai expliqué ça, on a un enjeu qui est considérable, qui est que quand on regarde la trajectoire du réchauffement climatique actuel, on sait qu'en 2050, c'est pas très loin, ça commence à s'envisager intellectuellement, on a la moitié des terres cultivables de café qui ont disparu. Donc nous, on a un enjeu qui est colossal de faire notre part pour que, en 2050, on puisse faire face à une demande de café à laquelle on puisse répondre. Et si on ne fait rien, on ne pourra pas. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un sujet qui est très prégnant dans l'entreprise, pour les raisons que je viens d'indiquer, et qui, du coup, ruissellent dans chacun des services qui, à leur échelle, essaient effectivement de faire leur part. Et nous, au niveau du développement des ventes, on s'est posé la question il y a déjà quelques années de savoir comment on pouvait faire notre part. Alors, avant de vous présenter ça, peut-être, si la zapette fonctionne, mais elle ne veut pas. Si ouais, tu peux dérouler tout ça. Donc on a cet enjeu qu'on a décliné dans l'entreprise sous, on va dire, trois gros piliers. Un, qui est un approvisionnement responsable en café. On n'a pas le choix. On doit faire en sorte qu'on puisse, à un horizon 2050, continuer à pouvoir s'approvisionner en café. Il faut savoir que la moitié de la production de café, elle vient en fait de petites productions qui font quelques hectares. Et donc qu'on accompagne de manière à faire face à ce réchauffement climatique.
On a un deuxième enjeu qui est la réduction de notre empreinte environnementale. Voilà, on a une ambition net zéro carbone en 2050. On travaille sur un 100% de nos emballages conçus pour être recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2030. Et puis, derrière tout ça, la connexion des personnes aux origines dans l'entreprise et dans les communautés. Et tout ça a été récompensé. Tu cliques mieux que moi, César. Par EcoVadis, qui nous a reconnus avec un score de 82 sur 100 comme faisant partie du top 1% des entreprises agroalimentaires évaluées sur l'ensemble de ces sujets, sachant que le score moyen de l'industrie est de 54 sur 100. Je disais, nous, comment on a décidé de faire notre part au niveau de la PLV? On est parti du début. Et le début, ça a été déjà de se dire, et je sais que certains vont sourire quand je vais dire ça, mais le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit. Donc, ce qu'on a appris à faire depuis quelques années, je ne dis pas qu'on le fait systématiquement, mais on le fait très souvent, lorsqu'on se parle de PLV nouvelles, lorsqu'on se parle de PLV impactantes, etc., c'est qu'on interroge les équipes pour évaluer le besoin. Et on produit, ou on fait produire plutôt, à la demande. C'est le premier truc, pour avoir le moins possible de déchets à gérer. La deuxième chose, et ça c'était quelque chose qu'on ne faisait pas du tout il y a quelques années, en disant on produit, et puis on verra bien, et puis ce qu'il y a en trop, ça ira à la poubelle. Donc on a de moins en moins de déchets à gérer, puisqu'on évalue de mieux en mieux les quantités à produire. Le deuxième truc qu'on a fait, c'est de se dire, ce qu'on va produire, on va, autant que faire se peut, produire quelque chose qui soit, entre guillemets, le plus propre possible, ou le moins sale, disons. Et donc, on a commencé à bannir, ou en tout cas à challenger tout ce qui était multimatériaux. On sait que c'est une plaie à recycler, à gérer. Donc, monomatériaux, des matériaux recyclés, des matériaux recyclables, de la colle végétale quand on doit utiliser de la colle, de la peinture végétale quand on doit mettre de la peinture, la suppression de vernis, tout un tas de questions qui finalement sont assez techniques, qu'on ne se posait pas du tout il y a quelques années. Et le troisième truc qui vaut notre échange, César, c'est que malgré tout, même quand on a fait tout ça, et qu'on a même des fois recycler des PLV ou réutiliser des PLV, parce que ça fait aussi partie de ce à quoi on réfléchit quand on fait produire. Malgré tout, en bout de course, on a produit à peu près ce qu'il fallait, mais malheureusement un peu trop. On a recyclé, réutilisé autant qu'on pouvait, on a un tas d'exemples, mais finalement on est en bout de course et on a un déchet. On s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, on a répondu également à un besoin qui était exprimé par nos équipes sur le terrain, auquel on fournit un petit box d'entreposage dans lequel ils se font livrer à peu près 10 à 12 fois dans l'année du matériel pour les points de vente. Eh bien, ils avaient les pires difficultés à gérer des fins de vie de produits dont ils ne savaient plus quoi faire, qui étaient périmés, qui étaient abîmés, voilà. Et pour aller au bout du geste, c'est là qu'on a discuté avec César, avec Florian, pour se dire, mais est-ce que vous avez une solution ? Et on a fait le choix de la solution Iconogreen. Iconogreen, c'est simple, c'est pour le responsable de secteur. J'ai un site en ligne sur lequel je dis, j'ai une collecte à vous demander sur mon entrepôt. Donc il prend rendez-vous. Iconogreen passe, collecte l'ensemble de la marchandise. Ça peut être du métal, ça peut être du bois, ça peut être du plastique, etc. Et on a l'assurance, après coup, que ça va être trié, ça va passer dans des filières de recyclage, tout ça au travers d'un emploi solidaire, en plus, et qu'on a au bout du compte un bilan Cantigès et la traçabilité de ce qui a été fait avec ces PLV. Voilà l'histoire que je peux raconter autour de ça. Génial. Parfait. Merci Christophe.
En effet, et merci à JDE pour le coup pour leur confiance et de s'être engagé avec nous dans cette aventure. Hop. Je vais peut-être te laisser la zapette. Vas-y. Est-ce qu'on peut passer la slide? Je ne sais pas si vous avez la main. La zapette a plus de pile. Génial. Alors, la slide juste après, ce serait parfait. Génial, merci. Voilà le schéma de ce que vient d'expliquer Christophe, qui m'a facilité la vie du coup. En effet, pour ceux qui ne connaissent pas Iconogreen, Iconogreen est un dispositif de collecte, de tri et de traitement de la PLV et de tous les supports de communication. Donc en effet, on est tel un maître d'œuvre déchets, opérateur pour accompagner nos clients le mieux possible sur la collecte des PLV, des supports de communication en France, en Europe, en point de vente, sur site de stockage, en point relais. L'idée, c'est de créer le modèle le plus adapté possible pour récupérer les éléments, les ramener sur site de tri, donc des sites de l'économie sociale et solidaire, type entreprise adaptée, entreprise d'insertion. Et là vient le sujet stratégique de dire comment on peut réemployer un maximum de choses, réutiliser des composants, sinon recycler ou upcycler. On envoie ça dans les bonnes filières et à la fin de chaque projet, on fait un bilan global, un bilan de quantification des gaz à effet de serre qui permet aux clients d'avoir une mesure d'impact à la fois environnemental et social. Donc ça, c'est le dispositif Iconogreen. Et comme l'a dit Christophe, donc on l'a parfaitement adapté pour aller rechercher les PLV en box de stockage. C'est un projet qui est géré par Simon Cavagnon, pilote des marchés chez Iconogreen, avec qui j'ai le plaisir de passer le micro pour qu'il puisse vous présenter exactement le projet. Merci César. Bonjour à tous. Donc en effet, j'ai le plaisir de vous présenter donc opérationnellement, concrètement, en quoi consiste le projet. Vous avez ici donc sur la gauche la disposition nationale des locaux de stockage des DRS JDE. Il faut savoir que le dispositif Iconogreen aujourd'hui, c'est un réseau de partenaires avec plus de 1000 partenaires identifiés sur l'ensemble du territoire national, avec des partenaires sur la collecte, le tri et le traitement de nos déchets. On a, grâce à un maillage du territoire qui est très dense, la capacité d'intervenir aujourd'hui à moins de 50 km du lieu de collecte, ce qui nous permet à la fois d'être hyper réactifs et très flexibles par rapport à notre intervention. Ce sont des choses qui sont très appréciées par les RS puisque on intervient rapidement et on leur permet du coup de consacrer leur temps de travail à d'autres missions qui sont d'autrement plus importantes sur ce sujet-là. On a mis en place avec JDE un formulaire spécifique dédié pour les RS qui leur permettent de simplifier du coup la demande de collecte. Et dans ce formulaire, on retrouve notamment des informations qui sont capitales pour réussir et intervenir au bon moment. Donc on a l'identification des besoins, l'horaire, l'accessibilité du site, l'identification des flux au préalable, est-ce qu'on vient récupérer du carton, du bois, du métal, du papier, et surtout la volumétrie. Ce qui nous permet du coup, derrière, d'adapter la flotte de véhicules nécessaires et de sélectionner le bon partenaire au local sur le périmètre d'intervention. Juste petite précision avant de passer à la slide suivante. Aujourd'hui, on réalise une intervention sous 10 jours après la réception du formulaire, ce qui est quand même assez intéressant pour tout le monde. Dans le cadre de ce projet, puisque une image vaut 1000 mots, je vous ai mis un ensemble de photos ici qui sont très parlantes. Vous avez donc en première image la photo d'un box avant notre passage. La deuxième image, c'est après notre passage. Donc vous voyez bien la différence entre le gain d'espace et l'optimisation de l'espace. Et ici, une personne RS donc de chez JDE qui semble être très contente de notre intervention, puisque nous, la satisfaction client, elle est très... Merci d'être venu, du coup. Ça, c'était pas prévu, mais ça fait plaisir. Donc, merci pour votre engagement au quotidien. Vous avez ici également une multitude de flux qu'on est amené à récupérer. Voilà, donc ça peut être du carton, du papier, du bois, du métal. On a, comme le disait Christophe tout à l'heure, à juste titre, un reporting déchets avec la parfaite traçabilité de l'ensemble des éléments qu'on vient récupérer.
Ce qui permet au RS du coup d'avoir une vision plus claire des stocks à l'instant T et de potentiellement commander une quantité qui soit juste pour les futures opérations commerciales. Voilà. En slide 3, ici je vous ai mis un petit retour d'expérience puisqu'en fait je voulais souligner surtout sur cette slide-là l'aspect collaboratif de ce projet qui a été co-construit avec JDE depuis plusieurs années maintenant et qui consiste en fait à élaborer un vrai travail d'équipe parce que en fait, la réalité du terrain, elle nous échappe un petit peu, nous, parfois chez Econogreen. Donc on a besoin de connaître les retours d'expérience des RS pour pouvoir en fait, leur simplifier le travail sur le terrain. Donc on a ici des verbatims qu'on a récupérés, on en a d'autres, mais on a voulu vraiment juste présenter celle-ci. J'ai mis une petite citation également ici pour accompagner cette slide-là, qui de Steve Jobs, qui dit que simplement les meilleures choses qui arrivent en entreprise ne sont pas le fruit d'un travail d'un seul homme, mais le travail d'une équipe entière. Et je souligne à nouveau l'engagement de JDE sur ce sujet-là. Vous avez ici en quelques chiffres, et nous en sommes très fiers, c'est important de le souligner, les chiffres de cette opération qui, je le précise, date de plusieurs années désormais. Ça a permis du coup d'effectuer 183 heures de travail pour l'économie sociale et solidaire, puisqu'on récupère les flux, on les trie, on les démantèle au travers de l'économie sociale et solidaire, donc dans nos centres de tri partenaires. L'équivalent ici de CO2 évité, à peu près 10 tonnes, donc c'est un chiffre qui est assez significatif, et ça rejoint la légende du colibri que disait César tout à l'heure. Et puis ici, des données qui sont importantes pour nous, qui nous permettent de nous améliorer, de comprendre un petit peu quels sont les tonnages récupérés, quels sont aussi les flux qu'on a pu récupérer, et puis pouvoir derrière ça transmettre des informations auprès de JDE pour pouvoir tirer les ficelles et adapter les leviers pour les futures opérations. Voilà. Si vous avez des questions, en tout cas sur ces éléments-là, n'hésitez pas. Et puis, voilà, je repasse la parole à César pour conclure. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a un sujet que tu souhaites évoquer peut-être avant qu'on parle de conclusion? Juste un truc que je voulais dire, c'est en voulant aller au bout du geste, alors déjà les chiffres ils peuvent faire un peu peur en se disant c'est ça fait beaucoup de marchandises. Je pense qu'au moment où on a mis ça en place, y avait besoin parce qu'on commençait à traiter le problème très en amont comme je le disais, mais ça n'empêchait pas que localement sur les box on avait malheureusement l'héritage de quelques années de non-consultation des quantités à produire, d'adaptation, etc. Voilà. Le but, évidemment, c'est très franchement qu'on en ait le moins possible, hein, que le poids moyen par collecte y soit réduit, qu'on en ait moins, etc. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, effectivement, et Simon soulignait que ça avait été très, très apprécié par les équipes, et c'est vrai, on n'a pas de retour d'expérience malheureux sur le sujet, bien au contraire, ça a été pris comme un vrai service rendu aux équipes avec le sentiment de faire les choses, entre guillemets, de faire les choses bien. Et pour aller au bout du geste, faut savoir qu'on a même équipé les équipes en fait c'est bête, mais d'un grand sac pour aller au bout du geste, leur permettant de récupérer en magasin qui des barquettes, qui des stop rayons, qui des kakémonos, comme ça, qui étaient périmés, abîmés, qui étaient hors d'usage et qui n'avaient plus lieu d'être dans les points de vente. Donc ça a servi autant à gérer les stocks qu'il y avait sur les entrepôts que aussi d'aller jusque... Alors, ça ne rentre pas dans le cadre de... Ce n'est pas un critère de définition de la visite, mais en tout cas, à l'occasion d'une visite, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, qu'on les engage à faire, qu'on les équipe pour faire, de manière à effectivement aller au bout du geste, que ce soit au niveau des entrepôts, mais jusqu'en magasin. Merci, parfait. Et en effet, alors, on vient d'évoquer en amont tout à l'heure la réduction, premier sujet, la juste quantité des choses pour pallier à ce chiffre impressionnant des 30% de PLV produits en surplus. Donc premier levier d'action. Le deuxième levier d'action qu'on vient d'évoquer, le recyclage potentiellement de l'ensemble des éléments qu'on vient collecter. Et quand on fait face aujourd'hui à une réalité réglementaire qui se durcit, à une REP qui va entrer, qui rentre en jeu maintenant avec cette REP emballage professionnel, il y a
les PLV qui sont amenés, en tout cas le modèle qui est amené à évoluer vraiment fortement vers le reuse. Le reuse comme solution pour répondre aux enjeux réglementaires et aux objectifs de réduction d'impact carbone. Donc ça nous laisse à imaginer peut-être demain plein de belles expériences à mener ensemble, je l'espère, sur un changement de modèle, de quitter le linéaire, je produis, j'utilise, je jette, à un modèle de circularité, je produis, j'utilise, je récupère, je reconditionne, je réutilise, et ça maintes et maintes fois. Donc pour ceux que ça intéresse, ce sujet-là, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera ravis de pouvoir en discuter ensemble. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est à votre disposition. Sur le sujet, on va d'ailleurs démarrer un test. Je rebondis, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vois le patron qui est là. On a un test, on va voir ce que ça donne, mais qui consiste à utiliser des displays réutilisables. Bon, on sait que la filière de recyclage du carton, du verre n'est pas trop mauvaise, mais quand même, moins on a besoin de jeter, de recycler, mieux c'est quand même. Et effectivement, utiliser, réutiliser, c'est quelque chose qu'on va essayer sur 11 de nos secteurs en France à partir du mois de mai. Alors pas sur l'ensemble des dispositifs display, mais sur une partie de ce qu'ils utilisent avec une nouvelle solution de display qu'on appelle reuse, qui vont être destinés à être réutilisés d'opération en opération et à être, entre guillemets, baladés d'un magasin à un autre pour essayer de limiter la quantité de display carton qu'on consomme dans l'année. Même si, pour continuer d'illustrer les propos, les displays qu'on utilise sont sans élastique, sans colle, etc. Enfin, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais néanmoins, moins on en jette, mieux c'est quand même. Donc on va essayer de faire en sorte de réutiliser des displays. C'est un test grandeur nature. On va voir ce que ça donne et on verra même si c'est quelque chose qui ne peut pas s'étendre au niveau du co-packing. C'est beaucoup plus complexe, mais on va déjà faire ce test sur le terrain à partir de l'événement fête des parents, puisque c'est plus seulement la fête des mères. Voilà. Donc effectivement, si vous avez des questions, welcome. Sinon, on a fait un bon tour et merci pour la collaboration. Oui, pardon, merci. Déjà, bravo. Moi, je dis chapeau parce que je viens du retail et je viens de l'industrie du café, de chez Mondelez. Et je dis bravo quand je vois le partenariat que vous faites avec Iconogreen. Vraiment, chapeau bas. Parce que j'étais sur le terrain, j'ai vendu du café dans des displays. Et effectivement, à l'époque, on utilisait à fond la PLV. Mais partout. Et on n'avait jamais cette notion de je ramasse, je récupère, je réutilise, ou le simple geste tout simple. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la sensibilisation aux responsables de secteur, la première question que j'avais, c'est comment vous le faites? C'est-à-dire qu'on connaît les missions d'un chef de secteur, ce qu'il va faire, son routing, etc. Et comment vous faites cette sensibilisation et comment vous faites cette mobilisation? Parce qu'on parle beaucoup lors des interventions de la pédagogie, parce que ça participe de la pédagogie. Au-delà de dire il y a le co-packing, mais là, ça y est, on a les mains dedans. Et quel est le retour d'expérience? Vous ne l'avez pas, mais comment vous allez mesurer ça? Voilà, merci. J'ai un collègue qui vous dirait la répétition fixe la notion. Et quand je disais que c'était très prégnant dans l'entreprise, c'est qu'en fait, on multiplie les occasions. En fait, la partie qu'on appelle RSE dans toutes les entreprises, c'est quelque chose qui prend la parole, sa part de voix, pratiquement dans toutes nos instances. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'une convention des ventes, qu'il s'agisse d'une réunion de région, qu'il s'agisse d'un comité national des ventes. Je m'arrête dans les illustrations, mais pratiquement systématiquement, le sujet revient. Et il est illustré de manière très pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement qu'en parler, c'est que, et je pense que j'ai des collaboratrices qui sont là, qui pourront en témoigner, on joint le geste à la parole. Donc non seulement les collaborateurs sont exposés, je ne vais pas vous dire de manière quotidienne, mais je dirais hebdomadaire à ça, au travers du workplace, tout ce que j'ai... Pensez à tous les canaux de communication que vous pouvez avoir dans les entreprises comme celle que vous avez citée et la nôtre, et dites-vous que ce sujet
est régulièrement alimenté et illustré par des actions concrètes. Mais encore une fois, je pense que pour expliquer ça, il faut en revenir à la genèse, c'est que si on ne fait rien, nous, dans notre domaine d'activité, notre horizon, il est très sombre à un horizon qui est très bref. Parce que moi, j'ai des collaboratrices qui le verront. Moi, je le verrai plus. Enfin, je le verrai, mais de loin, j'espère, mais pas dans l'organisation. Mais elles pourront le voir. Et c'est ça, en fait, qui crée la mobilisation chez nous. C'est cette prise de conscience. Et en plus, à tous les niveaux de l'entreprise. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de parler d'échelon parce que chacun joue son rôle. Mais c'est aussi bien un sujet qui est avec une prise de parole de la direction générale, du groupe, de la patronne du RSE chez nous, parce que c'est personnalisé, personnifié par un poste chez nous aujourd'hui, qui n'est pas très vieux pour être tout à fait honnête, mais on a personnifié ça également. Il y a une personne chez nous, alors elle verra l'enregistrement, qui s'appelle Alexandra Pietri, et qui est au fait alors, de tous les aspects légaux. Et César, je suis désolé, je fais une réponse longue, mais César a raison de dire qu'en plus, on n'aura pas le choix, indépendamment de l'activité dans laquelle on est, que de se préoccuper de ça, parce qu'on va avoir une réglementation, et pour le bien de tout le monde, qui va être de plus en plus coercitive sur le sujet. Donc, à tous les niveaux de l'entreprise, dans toutes les instances, c'est un sujet qui est régulièrement illustré. Donc, de fait, j'espère que je réponds à votre question, parce qu'on ne peut qu'être sensibilisé à ça. Alors, on ne se vante pas du fait qu'on est passé de 23 collectes à 45, parce que c'est ce que je dis, l'idéal, ça serait de ne plus en avoir, et puis de ne pas être à 350 kilos, mais à être à quelques kilos. Mais en tout cas, les réflexes dont je vous parlais, qu'on n'avait pas du tout, je dirais, il y a 10 ans, ils sont venus, et aujourd'hui, ce sont devenus des réflexes. C'est-à-dire que dans notre réflexion de PLV, on a, comme tout le monde, le prix, on a l'impact en magasin, on a la facilité, l'intuitivité, la rapidité de montage, on a, je cherche le quatrième, enfin bref, et on a l'aspect RSE. En quoi on fabrique le truc? Donc encore une fois, tout ce qui est multimatériaux aujourd'hui, on l'évite au maximum. Et puis tout ce que je vous dis, est-ce que c'est du matériau recyclé et recyclable? Ça existe. Même quand on parle de plastique, c'est pas un gros mot. Voilà. Donc, et juste, je termine. J'espère du coup que la réponse voilà, vous a semblé assez riche. On a aussi un aspect qui est très, très, très technique sur le sujet. C'est-à-dire que quand on a, en tout cas moi pour ma part, quand j'ai commencé à tirer la pelote de laine il y a quelques années, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était très, très, très technique, très complexe. Il y a des gens, donc c'est le métier, sur lesquels on s'appuie pour connaître l'évolution de la loi, les différences entre les plastiques, etc., etc. Je ne sais pas si tu veux compléter, César, ou pas. C'est complet? Si ça vous semble complet, moi c'est parfait. Merci. Juste votre test sur 11 secteurs, ça va durer combien de temps à partir du mois de mai? Alors on ne se donne pas de délai. Sans rentrer dans trop de détails, mais le coût du display fait qu'il faut que ça dure quelques années. Mais maintenant, pour bâtir ce qu'on appelle un business case et aller présenter ça un peu plus haut en comité de direction pour voir à l'étendre, il faut qu'on ait un recul et une matière qu'on n'a pas aujourd'hui. Et ça passe par un test and learn. Voilà. Donc on a décidé d'un test and learn à une échelle modeste, mais pour se dire est-ce qu'on l'étend, dans quelles conditions, etc. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.